suis ravie d'être parmi vous ce soir. Bon, vous m'avez un peu spoilé quand même, hein. Il y a une ou deux phrases que je comptais dire, je l'amènerai à la fin. Je suis ravie d'intervenir sur ce thème qui, je dois le dire, donne quand même envie d'être pensé. Ce n'est pas le cas de toutes les thématiques. Alors, je vais avoir mon premier slide si ça vient. L'envie, un nouveau management. Je suis vraiment partie du titre. Alors, premier constat que l'on peut faire, c'est qu'à la base, quand même, traditionnellement, le travail et l'envie, ça n'a quand même pas toujours fait bon ménage. On est d'accord? Je vous rappelle quand même que ça vient de tripalium, l'instrument de torture à trois pieux, et travailler vient de tripaliare, c'est-à-dire torturer à l'aide de l'instrument de torture, ce qui fait quand même un redoublement de torture. Voilà. Le thème de l'envie n'est pas tout de suite abordé. Ensuite, on opère une digression du thème de la torture à celui de tourment, et comme les mots sont magnifiques, vous savez, on a tendance à dire « ça me travaille ». Et quand on dit « ça me travaille », il y a cette notion, je trouve, d'inquiétude et de tourment. Donc, je voulais commencer quand même par dire, je suis désolée, hein, j'essaye d'allier avec ce micro, par dire que si l'envie et le travail faisaient bon ménage, c'était plutôt, à mon avis, au premier sens du terme, premier sens de la définition, à savoir celui de convoitise. Hein, vous savez, la convoitise de ce qu'à l'autre, ça sous-entend de la jalousie, une certaine forme d'hostilité. C'était plutôt l'envie d'avoir ce que celui qui est au-dessus a ou obtient. Et s'il y avait l'envie au sens du désir moteur, de pouvoir, de faire, celui qu'on entend et celui dont on va surtout parler ce soir, c'était plutôt l'envie de s'extraire du travail qu'il y avait à faire. Donc une envie extra-professionnelle, disons, plutôt qu'une envie intra-professionnelle. Et donc, dans cet environnement, je dirais, pour jouer sur les mots, que l'envie était moins un désir moteur que le fruit de mots et de heurts, dans cet environnement traditionnel. Et dans cet environnement traditionnel, il y a un film parlant, bien qu'il ne soit pas parlant. Charlie Chaplin, Les temps modernes, je ne sais pas si ça vous parle. Et bien, il y a un film qui fait écho à ce rapport au travail et à l'envie, à la convoitise et à l'absence d'envie, ou s'il y a envie, c'est ailleurs, en tout cas, qu'au travail. Ce film, eh bien, c'est celui de Charlie Chaplin qui, effectivement, se sert des corps pour donner du corps aux problématiques de l'époque, qui, finalement, choisit le muet pour ne pas les taire, et c'est un film qui fait grand bruit. Hein, vous vous en souvenez? C'est un film qui fait grand bruit et qui date des années 30 et qui est d'une redoutable actualité. Alors, ce film, c'est une satire du travail à la chaîne. En gros, c'est une satire du travail industriel à la Taylor. Quel était le constat tout simple de Taylor à l'époque? Bon, le travail individualiste, les gens qui sont corporatistes, c'est pas rentable, donc on va, pour plus de cohérence et collaboration, passer de l'artisanal à l'industriel. On est dans cette disruption, finalement, de l'atelier familial à l'usine. Qu'est-ce qui se passe dans ce concept? Eh bien, l'exercice d'un biopouvoir dont parlait Foucault, on met les corps d'un côté, on sépare, on les organise en populations. Il y a ceux qui pensent, ceux qui conçoivent. Bref, le but, c'est la rentabilité. Et dans ce concept, qu'importe l'envie, pourvu que l'on soit en vie et qu'on envoie du bois, cela dit, qu'on cravache et qu'on travaille. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet environnement, ce mode cherchait finalement, ce modèle, en tout cas de management scientifique, cherchait la cohérence, il a induit de la cohérence. Puisque s'en est suivi, comme vous le savez, une grande crise démotivationnelle, la Grande Dépression. Et Charlot l'incarne très bien par un burn-out éminemment contemporain, au final encore aujourd'hui. Parce que, c'est une théorie personnelle, je crois que quand on considère les gens comme des boulons, ils finissent par en péter un. Ça me semble assez logique au final. Donc on a été finalement dans cet environnement où l'envie n'avait pas vraiment sa place. Et ce qui me semble être assez passionnant, c'est que cette vague industrielle qui promeut une économie de masse, elle a été comme ingérée par les contemporains que nous sommes, juste après, la naissance du néolibéralisme dont parle aussi Foucault. C'est le moment où la vie va se vivre à travers le prisme du capital, de l'entreprise. Et on n'a plus besoin de quelqu'un pour nous le dire, on l'a intégré. C'est le moment où on vit un peu sa vie à la Taylor. Nous sommes des petits Taylor avec nous-mêmes. Le but, c'est de capitaliser, de faire croître son champ de compétences. C'est toute la théorie de l'homme-entreprise, une vie vécue à travers le prisme du capital et aussi de la consommation. L'envie, ici, c'est celle de capitaliser. Envoyer du bois, acquérir, obtenir, avoir davantage, voilà, toutes ces choses-là.
Et on arrive au temps, du coup, hyper moderne. C'était les temps modernes de Charlie Chaplin. Les temps hyper modernes, c'est les temps hyper modernes. L'hypermodernité, on la date plutôt à partir des années 90. Vous pouvez regarder l'ouvrage de Gilles Lipovetsky qui s'appelle Les temps hyper modernes. Qu'est-ce que c'est que les temps hyper modernes? Eh bien, c'est le moment où la société, où on vit tout à travers le prisme de l'hyperconsommation. Consommer. On parle aujourd'hui beaucoup d'innovation. C'est problématique, hein, c'est du more and more, engranger la surproduction. Je faisais une conférence avant-hier sur le thème du gaspillage alimentaire. Quand on sait qu'on jette, qu'on gaspille un tiers de ce qu'on produit à l'échelle mondiale, c'est une société où on est finalement... On va même se poser la question de quoi on a envie. Ça vient interroger certaines valeurs. J'ai tendance à dire du coup que dans une société qui court le more and more, le risque c'est que meurent et meurent beaucoup de choses. Des choses fondamentales, des choses essentielles, comme de quoi on a envie fondamentalement. Qu'est-ce qu'il nous reste quand on manque de peu de choses au final? Quelle est la valeur des envies que nous avons? Est-ce que acquérir le dernier iPhone? Bref, ça interroge cette valeur-là. Petite phrase, j'ai le sentiment, j'aime à dire que trop conquérant au risque de finir conquérant. C'est-à-dire de ne plus savoir sur quel pied danser, à quoi se rattacher. Et du coup, je ne pouvais pas, bien que je fais de la philosophie, je ne pouvais pas ne pas citer ce soir, avec un sujet comme l'envie, évidemment, Johnny. Et plus spécialement, Goldman. Alors, je suis ravie parce qu'on m'a rappelé que c'était Goldman tout à l'heure, et comme je trouve que la chanson de l'envie vaut de l'or pour les hommes, Goldman, vous l'avez, je trouve que le message est assez beau. Si vous relisez, qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire, fruit d'un homme hyper moderne, un monde où on manque de peu de choses finalement. Je parle vraiment d'une autre, hein, évidemment, pas à l'échelle mondiale. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Et alors là, c'est génial parce que Johnny me permet d'aller vers la deuxième partie de mon intervention. Qu'on me donne l'envie, qu'on rallume ma vie. De envie à envie, il n'y a pas grand-chose. Qu'on me donne l'envie. En fait, je crois que derrière l'envie exprimée aujourd'hui, on a juste envie de se sentir en vie, existant, pas un boulon, comme Charlot. Un peu plus que tout cela. Et il le signifiait, qu'on me rallume ma vie et qu'on me donne l'envie. Alors, j'avais envie de dire qu'on me donne l'envie. C'est intéressant, ça. Qui peut vous donner l'envie, en fait? Ça, c'est les structures, les organisations. C'est un autre qui va vous donner, du coup, l'envie. Alors, qu'on me donne l'envie, comment? Déjà, en partant du principe, en ne feignant pas ma liberté d'agir. Ce que fait un système à la Taylor, en considérant les charlots comme des gens à la chaîne qui s'enchaînent dans des actes, qui ne sont pas là pour penser ni réfléchir, qui n'ont qu'à faire. C'est une vision machinique du rapport à l'homme. Au final, que ce soit eux ou d'autres, peu importe, sauf que ce sont des hommes. Donc forcément, il y a des souffrances derrière. Et donc, qu'on me donne l'envie, ça veut dire sortir de cette dynamique-là et considérer que derrière un homme, il y a d'abord un homme. Comment? Eh bien, en nous rendant acteurs. Alors, pas acteur au sens de Charlot. Hein, lui, il est plutôt spectateur de sa vie. Acteur, vrai acteur, avec une vraie narration. Narrateur. Et d'ailleurs, relatio en latin, dire narrer. Les relations passent par la narration. Et comment on donne envie? On donne envie, c'est comment on rend les gens existants, narrateurs, acteurs vivants de leur situation, de ce qui se passe. Eh bien, je crois que c'est en leur racontant une histoire. Nous qui passons notre temps à en faire, d'autant plus en grandissant. Une histoire, c'est-à-dire un récit commun dans lequel on peut être partie prenante, comprendre l'intrigue, comprendre le scénario. J'aime beaucoup une phrase d'un philosophe qui s'appelle Alasdair MacIntyre, désolé pour l'anglais, MacIntyre, on pourrait le faire tous ensemble, vous m'aideriez, qui nous dit que c'est finalement dans une histoire, quand on arrive à savoir quel rôle on joue, quand on est nous-mêmes capable de raconter cette histoire, donc l'analogie professionnelle, eh bien, on arrive à mettre du sens dans notre travail et dans notre vie. Je crois qu'aujourd'hui, et cette thématique nous amène moins à dire bon, il faut vraiment que les travailleurs voient la vie en rose, hein, il y a de l'envie au travail. Non, je crois qu'il y a la volonté d'avoir de l'envie, E-N-V-I-E, et qu'on cherche moins à avoir la vie en rose, mais qu'on cherche à la voir en rôle. Qu'on cherche à savoir à quoi on sert, quel est notre rôle, à quoi on joue. C'est exactement, enfin, voilà, faites une analogie. J'aime bien, et je vous raconte vraiment très rapidement cette petite histoire. Je ne sais pas si vous connaissez, le storytelling est très, très à la mode aujourd'hui, mais je crois que c'est surtout la base des relations humaines, c'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, le fait de se raconter des histoires. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du projet Manhattan.
Le projet Manhattan, à l'époque, c'était promouvoir la paix en créant un instrument de guerre, à savoir l'arme dissuasive, la bombe atomique. Et à l'époque, on n'avait pas informé les gens des raisons pour lesquelles ils travaillaient. Et le chantier a pris un grand retard. Et donc, les managers ont pris la décision d'informer les travailleurs des raisons pour lesquelles ils travaillent, de leur donner envie, au double sens du terme. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, spectaculairement, les choses ont évolué, ont avancé, ça s'est fait très vite. Et ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est qu'on se rend compte que quand on intègre les gens dans l'histoire, on leur donne un vrai rôle, eh bien ils ont envie de travailler. Donc je crois que pour susciter l'envie, il faut juste faire en sorte de susciter le fait que les gens se sentent existants, là où ils sont. Alors pour ça, évidemment, il faut une bonne politique professionnelle qui promeuve le co-engagement et l'horizontalité aussi, bien sûr. Et je crois que c'est ce qui permettra finalement, quand vous regardez la vie à la Charlot, on voit que ce sont des individus rassemblés mais séparés qui ne partagent rien en fait. C'est un collectif sans esprit collectif. Ils travaillent, mais s'il n'y avait pas lieu de travailler, ils ne seraient pas là ensemble. Il ne se passe rien, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de véritable envie d'être là. Et Sartre distinguait justement un collectif en série, qui est donc sans esprit collectif, des individus rassemblés mais séparés, et un collectif, qu'il appelle plutôt un groupe, qui est porté par un projet, qui peut même d'ailleurs être une réunion d'individus séparés, ça ne se voit pas, mais qui sont rassemblés par quelque chose de fort, qui leur donne envie. On parlait des Gilets jaunes tout à l'heure, un mouvement qui transcende nos simples présences et qui fait que vous êtes partie prenante de l'histoire de l'entreprise, donner une véritable envie d'en être. Ça me semble en tout cas être une problématique assez contemporaine. Mais j'ai envie de dire quand même surtout, moi qu'on me donne l'envie, je veux bien qu'on me donne l'envie, mais si nous-mêmes on ne se donne pas l'envie, on ne le sait que trop bien, on peut nourrir le bocal, si à l'intérieur on n'a pas envie de nager, il ne se passera rien. Donc comme on donne l'envie, oui, mais je crois qu'on doit d'abord se donner l'envie. Et qu'est-ce que ça signifie se donner l'envie? Et je terminerai par cela. Se donner l'envie, encore une fois, je vais convoquer Sartre, c'est pas attendre d'un bocal qui puisse feindre le fait qu'on ait notre liberté, non. Nous-mêmes, trop souvent, on feint. Parfois, on ignore notre propre liberté. Quand on arrive au travail et qu'on mécanise notre rapport au travail, et qu'on fait notre tâche et qu'on la fait, et qu'au final, un tel arrive, on s'est nous-mêmes mécanisés. Alors c'est parfois rassurant, au moins tout est piloté. Et Sartre, justement, décrivait brillamment le garçon de café. Vous imaginez, à l'époque de Simone de Beauvoir, ce garçon de café qui s'est lui-même mis dans ce balai mécanique. Il n'a même pas besoin de quelqu'un pour le faire. Il s'est mis dans ce balai mécanique, il répète les gestes, voilà, bonjour, au revoir, et c'est sans vie, et ça ne donne pas envie. Vous savez, on dit souvent, je ne vais pas dans un café si on ne m'a pas souri. Comme je disais, on est responsable de la tête qu'on a, on n'est pas responsable de celle qu'on a, mais on est responsable de celle qu'on fait. Et dans ce cas, ça veut dire finalement mettre de la vie sur notre visage et se saisir des choses. Alors tout ça, vous l'aurez compris, quand je parle d'envie, et je parlais de Sartre, Sartre est existentialiste, c'est qui considère que l'existence précède l'essence. L'essence, analogie professionnelle, ça pourrait être notre fiche de poste. Ça nous précède. Que vous la remplissiez vous ou quelqu'un d'autre, elle est là. Et elle vous précède. L'existence, c'est la façon dont vous allez l'animer vous. La façon dont vous allez émettre de la vie vous. Et il me semble assez intéressant d'essayer d'aller vers cette conception moderne du travail qui rompt avec cette mécanique. Pour terminer un peu avec cette analogie, vous avez en gros un système où on peut imiter les choses, un système où on est plutôt dans l'innovation, un système où on est dans l'automatisme, un système où on est dans l'autonomie, un système où on est dans l'application et un système où on est plutôt dans l'implication. C'est un travail d'un côté plutôt à la Taylor et de l'autre, j'aurais plutôt tendance à l'appeler travail à la Warhol. Vous voyez, un petit peu de fantaisie. Pour terminer par une petite analogie sur l'art, et j'en finis vraiment sur cela. Petite analogie sur l'art, vous savez, à l'époque, un artiste grec, s'il peignait, il devait peindre la nature. Parce que c'est ce qu'il y a de plus beau, la nature. Pourquoi peindre autre chose que la nature? Si c'est peindre la beauté, il faut peindre la nature. Donc un artiste est d'abord un imitateur. Et Goehl, par la suite, je me disais, mais si c'est ça, être artiste, c'est quoi l'intérêt? Si on doit imiter. Je fais une petite analogie professionnelle. C'est les travailleurs qui considèrent que leur entreprise est la plus belle possible et qui n'ont qu'à imiter le modèle. C'est, vous savez, les esprits très corporate. J'ai rejoint une grosse structure. En gros, là où l'artiste imite l'entreprise de la nature, le travailleur, lui, imite la nature de son entreprise. Vous l'avez en inversion. On est finalement dans une posture d'imitation. Alors,
Évidemment, moi je vous invite ici à rompre avec cela pour aller vers l'envie, l'existence, passer de l'imitation à la possibilité d'innover. Évidemment, je mets une petite limite, le ready-made, 1913, a quand même montré qu'on pouvait pousser un petit peu à l'excel le fait de mettre l'homme au centre. Vous savez, le ready-made, c'est aller jusqu'à décréter. On n'est plus dans l'imitation, on décrète que cet objet, je n'ai rien fait, je vous le pose, du champ, c'est de l'art. C'est mon œuvre. Et je trouve ça assez intéressant parce que là, on est vraiment dans l'excès ou l'excès du rapport qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire que l'esprit l'a emporté et qu'on décrète ce que l'on souhaite, au risque que les choses deviennent obsolètes. Et je terminerai sur ça. Si imiter est futile, je crois qu'innover à outrance l'est aussi. Ce que je voulais ce soir, en tout cas, mettre en avant, c'est, me semble-t-il, que le travail, et travail en plus, on met W pour faire court, le travail, eh bien pour moi, il pourrait être à la Warhol, c'est y mettre une forme de fantaisie, ne pas lutter contre les séries, parce qu'il y a encore des séries, et vous savez, Warhol faisait du travail en série, mais néanmoins, il crée une forme d'articulation entre une fantaisie et de la série. J'aurais pu terminer qu'avec de la fantaisie, mais je me suis dit que vous me taxeriez peut-être de candide. Alors, trouver Warhol qui allie un peu les deux, un modèle à la Taylor, mais warholisé, ça me paraissait assez intéressant. Voilà, j'espère vous avoir donné peut-être envie de penser le travail ainsi. Le travail n'est pas, selon moi, le déroulé d'un process, il est le succès de tentatives. Alors, donnez envie, E-N-V-I-E, et vous donnerez envie. Merci.